parce que quand je me présente en tant que Marocain, non pas en tant qu'étranger, parce que j'ai une double nationalité. Parce que où je suis né, c'est le Maroc, et c'est grâce à ma formation au Maroc, hein, avec la continuité, que j'ai atteint cet objectif. Donc, pour vous dire que vraiment la science, c'est ouvert pour tout le monde, et c'est pour ça que je suis là pour partager ces recherches phares et que peuvent donner lieu à d'autres idées qu'on peut développer ensemble. Donc là, le choix que j'ai choisi ici, c'est une thématique qui est très très bien, mais après, je reviendrai vers vous pourquoi j'ai bien choisi cette partie-là, parce que c'est très important. Donc là, c'est ce qu'on appelle des microsystèmes. Des microsystèmes, c'est-à-dire on peut intégrer plusieurs dispositifs, plusieurs fonctions. Donc ici, j'ai pris un exemple, donc c'est-à-dire d'un système qui intègre ce qu'on appelle la diélectrophorèse et les microcapteurs. Et pourquoi ça? Pour pouvoir, par exemple, supposons, on reçoit de la marchandise, من dakhla ou la منادور ou la des projets congelés ou la شي حاجة, en ce qui concerne poisson, ce que vous voulez, on peut tester s'il y a des bactéries avant la commercialisation. Et donc ça, c'est très important. Et même dans les produits qu'on va acheter, on peut tester ces capteurs pour utiliser et pour savoir s'ils sont contaminés ou non. Parce que si on a de la Escherichia coli ou d'autres bactéries, ça peut avoir un impact sur notre santé, diarrhée et voire même la mort du patient. Et donc c'est pour ça ces outils-là que je vais vous montrer, ce sont des outils miniaturisés qui vont remplacer des systèmes qui existent commerciaux, mais qui sont coûteuses et qu'on a besoin de personnes qualifiées pour faire ces analyses. Et parfois, ces analyses-là peuvent durer 24 heures. Alors, 24 heures, il peut avoir un impact immense sur le patient. Et donc, avec ces systèmes-là, vous allez voir, on peut faire la détection dans un laps de temps et ça permet de sauver pas mal de vies. Ce système-là, ça peut être extrapolé sur plusieurs choses. Là, l'exemple que je vais vous donner, c'est-à-dire j'ai des bactéries et j'aimerais bien piéger, en d'autres termes, seulement X de ces bactéries. Donc, je peux le faire pour l'ADN, je peux faire pour même des nanomatériaux les positionnés, je peux faire pas mal après. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est seulement le tri entre deux types de bactéries, comment je peux voir ça. Et avec ce travail, on a eu un prix au niveau du congrès Biosensor, qui est un des congrès les plus importants au niveau du monde, à Ottawa, qui a eu lieu au Canada, à Ottawa. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez disons, formuler vos questions à fur et à mesure, ou sinon, on peut laisser les questions à la fin de la présentation, comme vous voulez. Et donc là, effectivement, donc, ce qu'on veut, on a besoin d'avoir des systèmes, je m'excuse, c'est en anglais, mais je n'ai pas eu le temps de traduire et tout ça, ça sera pour une autre opportunité. Donc là, ce qu'on veut, on veut par exemple, comment je peux détecter des ions de composés organiques dans un fluide biologique, tissu, du sang. Dernièrement, on travaille aussi dans la salive. Comment je peux détecter à partir de ça des bactéries, etc. Donc normalement, il y a des systèmes qui existent dans le marché. Comme je vous ai dit, c'est time consuming et on a besoin de personnes qualifiées. Spectrophotométrie, d'autres techniques qui coûtent énormément, le PCR, etc. Et là, ce qu'on cherche, nous, c'est développer un outil qui est miniaturisé et qui n'est pas cher pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et qu'il y a une forte demande de ça de la part des cliniciens. Donc, ça, ce qu'on aura, nous, ça peut être utilisé dans le domaine biomédical. Large spectre après. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est que comment je peux combiner deux techniques. La technique électrochimique, qui est basée sur les transistors à effet de champ, que je vais revenir pour vous expliquer comment, et aussi sur la déélectrophorèse pour positionner des cellules, etc. Tout ça, c'est intégré dans un même chip. D'accord? Donc là, c'est ça l'objectif. Donc, c'est-à-dire, je peux intégrer les transistors à effet de champ, c'est comme les transistors MOS. Je vais vous expliquer plus tard comment on peut les transformer en capteurs.
combinés avec des microélectrodes qui auront le rôle d'être utilisés pour la d'électrophorèse. Donc, avant de passer aux présentations, brièvement, je vais vous expliquer c'est quoi un capteur ISFET. Donc, si vous voyez bien les slides? Oui, oui, très bien. D'accord. Donc là, vous voyez, ça, c'est le transistor MOSFET qu'on utilise en microélectronique. Donc, vous avez la grille en polysilicium, la passivation, le drain et l'os. Donc, en 1970, le professeur Birgveld, il a eu l'idée de retirer ce polysilicium. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que de l'oxyde, donc c'est un condensateur. Et donc, c'est ça. Donc, il a remplacé la grille basée sur le polysilicium par la solution à analyser, une électrode de référence. Et donc, au moment qu'on va mettre ce capteur qui est basé sur des isolants, l'oxyde de hafnium ou le nitrure de silicium ou l'oxyde, différents matériaux, là, il se hydrate. Et donc, quand il va se hydrater, comme ça, c'est un condensateur, donc l'ion H+, c'est chargé positif. Et comme on a un semi-conducteur type P, il va repousser les électrons. Et on aura un canal qui va se former entre le drain et la source. En conclusion, donc, j'ai un courant qui est proportionnel à l'activité ionique que je suis en train d'analyser. Donc, l'approche, elle était très simple de sa part à l'époque. Il avait eu d'autres soucis, je ne rentre pas dans les détails, mais ça nous a permis d'aller au-delà au niveau de la miniaturisation, parce qu'on va utiliser la microtechnologie, nanotechnologie pour avoir des outils miniaturisés, intégrés dans de silicium, qu'avant on faisait la détection que par des électrodes fabriquées par les chimistes, ce qu'on appelle wire coated électrodes qui passivent avec des polymères, etc. Et donc, comme je vous ai dit, cette partie-là, il peut être de l'oxyde de silicium, de nitrure de silicium, etc. L'oxyde de hafnium, dernièrement, on utilise l'oxyde de hafnium. Donc, j'ai pas mal publié avec l'oxyde de hafnium. Pourquoi? Parce que sa constante d'électrique, elle est de l'ordre de 26. Alors, l'oxyde, il est de 2, le nitrure de 4. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir, par exemple, une épaisseur de 1000 Armstrong de l'oxyde de silicium, je peux avoir une couche très fine, très mince de l'oxyde de hafnium de l'ordre de 10 nanomètres. Donc, ça me permet d'économiser et en plus, il a une constante d'électrique très forte. Donc, comme je vous ai dit, je peux déposer des membranes pour avoir rendre le capteur sensible à des ions. Je peux déposer des cellules ici. Je peux transformer ce transistor ion sensitive field effect transistor qu'on nomme en anglais, c'est-à-dire des transistors à effet de champ sensibles aux ions. Donc, je peux le rendre, si je n'ai pas ça, si j'ai que ces matériaux-là, j'obtiens ce qu'on appelle les ISFET. Donc, pourquoi? Parce qu'il est sensible qu'au pH. Donc, quand on parle d'un ISFET, c'est un capteur sensible au pH. Quand on parle de MEMFET, elle est sensible à d'autres ions. Quand on parle de MFET, elle est sensible à des enzymes. Quand on parle de BioFET, on a immobilisé un anticorps. Vous voyez le panel? Donc, je peux rendre ce capteur-là sensible à d'autres choses. Et donc là, on a, nous, pas mal d'articles pour vous montrer que le transducteur qu'on appelle les ISFET est la base, mais après, je peux greffer des aptamères, je peux greffer, par exemple, là, dernièrement, on est en train de travailler pour détecter le Covid, simplement avec un système basé sur ça. Et le temps de réponse, il est très rapide. Donc, comment ça fonctionne? Donc, normalement, le UB-out que j'aurai ici, ou le courant, il est proportionnel à l'activité ionique que j'aurai ici. Et donc, ça, c'est les conditions. Ces conditions, je polarise à VDS à 500 millivolts et j'applique un courant IDS de 100 microns. Pourquoi ces conditions? Et surtout, pourquoi le courant 100 microns? Donc, je n'ai pas une slide qui me manque, mais je peux vous expliquer brièvement. Comme vous savez, n'importe quel dispositif à base de silicium, il dépend de la température et des photons, H nu. Donc, ils peuvent shifter la tension C. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je prends un capteur, je veux le mettre dans la mer, ici, je dis là où la chauve, je veux mesurer quelque chose. Donc, durant la journée, le matin, la température est basse, midi, ça tape très fort, plus H nu, et le soir. Donc, j'aurai une réponse, mais ce n'est pas la réponse de l'élément que je suis en train de chercher. Et donc, par conséquent, c'est seulement de la dérive qui va me causer, et donc ça va erroner ma réponse. Donc ce courant-là, c'est un courant isothermique.
C'est-à-dire, même si vous travaillez à 100, à 200, à 50, à 40, la réponse elle est constante. Et donc, VDS, c'est la même chose. Donc, c'est un concept qu'on a optimisé pour pouvoir éviter l'impact de ces deux paramètres. On peut utiliser un montage différentiel, mais le coût, c'est plus cher. On aura 2 fois le capteur. Par contre, dans ces conditions-là, je suis en train de travailler dans de meilleures conditions pour éviter l'impact de la température et l'impact des photons HNU qui vont affecter la réponse de mon capteur. Je crois que j'ai bien expliqué le capteur ISFET, mais après, on peut revenir si vous voulez savoir plus d'informations. Donc, c'est quoi la deuxième technique que je vais intégrer dans ce même chip? C'est la d'électrophorèse. La d'électrophorèse, si je prends une particule, vous voyez, elle est neutre. Mais une fois elle est appliquée, j'applique un champ électrique, donc je crée un moment dipolaire. Donc, je sépare les charges positives et négatives. Et donc, ça me génère toutes ces formules-là connues dans la d'électrophorèse qui sont proportionnelles et qui dépendent de la constante d'électrique de milieu intérieur-extérieur. Donc, ce genre de capteur, donc, je peux avoir une force. Cette force-là, il peut me drainer ces nanoparticules. Par exemple, je peux les faire voyager, je peux les faire jump, de passer d'un côté à un autre. D'accord? Mais si vous remarquez l'approche ici, c'est idéal. C'est sphérique et on a la constante d'électrique du milieu intérieur-extérieur et grâce à cette combinaison, je peux déterminer cette force, je peux faire voyager mon système. Donc, le cas que je vous ai présenté, c'est le cas idéal. Très simple. C'est un cas que j'ai des nanoparticules, des nanomatériaux en suspension que je peux utiliser. Mais si j'ai une entité biologique, il a plusieurs constantes d'électrique. C'est le cas, par exemple, de Saccharomyces ou d'autres. Et donc, vous voyez ici, je l'ai schématisé parfaite. Mais ce n'est pas le cas. Donc, normalement, ça, ce n'est pas le cas. Mais nous, on s'est inspiré, il faut développer un modèle pour qu'on puisse faire la modélisation, une simulation de notre système, microsystème, pour pouvoir fabriquer le dispositif qui correspond à nos contraintes. Et donc, ça, c'est la même chose. Donc, seulement, je vais déterminer la constante d'électrique équivalente de tout ce système-là, et donc j'aurai cette formule-là qui va m'aider pour avoir la d'électrophorèse positive ou négative, c'est-à-dire je peux attirer ce matériau ou je peux le repousser. Donc là, on a des outils. Théoriquement, on a tout ce système-là. La deuxième partie, on va voir est-ce qu'on peut faire un modèle de simulation pour qu'on puisse développer notre système. Donc là, ce qu'on cherche, vous voyez, là, c'est le modèle le premier et le deuxième, Saccharomyces. Donc la taille, c'est débit. C'est pour ça que je vous ai expliqué ces débits, mais ce n'est pas une taille reproductible. Et l'autre, c'est Escherichia coli, c'est bâtonné. Et donc, le modèle que je vous ai présenté, c'est très difficile de l'appliquer ici, voire même ici. Mais on a essayé de jongler de telle manière qu'on peut avoir un modèle qui va nous permettre un peu pousser le modèle et voir après fabrication de notre dispositif, est-ce que ce qu'on a, l'hypothèse qu'on avait au début, ça marche ou non. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est ces deux modèles qui vont être en suspension dans un liquide. Est-ce que je suis capable de trier ça au lieu de ça? Est-ce que je suis capable de trier celui-là par rapport à celui-là dans un mélange d'un concept difficile? Et non seulement ça, trier, mais il faut savoir s'ils sont vivants ou non. Parce que si vous allez acheter un poisson et les contaminer ou n'importe, quand on va faire la mesure, on va trouver que je détecte. Mais je détecte Saccharomyces. S'il est vivant, effectivement, il aura un impact sur ma santé. Mais s'il est inactif, pas de problème. Et donc, c'est ça ce que je vais revenir après pour vous expliquer aussi. Et donc là, vous voyez, on a développé des modèles en utilisant le facteur, les deux équations que je vous ai montrées en fonction de la fréquence, parce que je vais utiliser des fréquences, etc., pour pouvoir immobiliser, savoir où il est la fréquence pour avoir le NDEP ou PDEP pour les deux types de bactéries. Et donc, en tenant compte de ce concept-là, vous voyez, on a utilisé FabLab pour savoir le champ électrique où il est maximum. Donc ça, c'est le modèle. Et on a trouvé le champ ici. Donc, c'est-à-dire, si j'ai deux électrodes comme ça interdigitées, donc mon capteur, il sera positionné ici. Parce que, avec l'hypothèse, le fait que je vais appliquer ce champ électrique, je vais agglomérer les bactéries ici, dans ce puits de potentiel. D'accord?
Et donc, c'est là où il y aura le rôle du capteur ISFET pour savoir si j'ai détecté ou non. Donc, effectivement, pour les deux modèles, vous voyez la taille, ils diffèrent. Et donc, on a su bien savoir la taille de l'électrode, le champ électrique et la fréquence qu'on va appliquer pour pouvoir fixer ces bactéries dans ce puits-là. Théoriquement, mais on ne sait pas au moment de la réalité si j'aurai un échantillon réel, est-ce que ça va aboutir ou non. Tout ça, c'est que des hypothèses, c'est que du calcul, c'est que des modèles. Pardon. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le Covid, C'est pas comme ça. c'est juste parce que j'ai la gorge qui sèche, je dois boire. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais que c'est minuit à Endcom, donc Pas de souci, avec un grand plaisir pour nos chers citoyens. merci. Donc là, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est ça le layout. Le layout, c'est-à-dire, c'est ça ce qu'on va fabriquer. Donc on sait bien là, les deux, c'est les interdigités. Là, c'est les deux capteurs qu'on va avoir, que je vous ai, et une électrode de référence interne, parce que je vais perdre le charme si j'utiliserai une électrode de référence externe, parce que c'est volumineuse. Là, on parle d'un chip qui fait même pas 2 mm². D'accord? Même pas qu'on intègre. Et si vous remarquez ici, j'ai deux approches. Donc, cette taille-là, c'est pour les Saccharomyces et celle-ci pour Escherichia coli. Donc, à travers du modèle que je vous ai montré avant. D'accord? Donc là, c'est le layout, c'est le dessin. Donc, j'ai les masques, je peux fabriquer mon dispositif. Au niveau expérimental, et donc là, vous voyez, une fois qu'on a réalisé ça, donc vous voyez, ça, c'est l'ISFET pour Escherichia coli, les interdigités en or, un autre ISFET de taille plus petite pour fixer, pour agglomérer ici les Saccharomyces, l'électrode de référence qui est basée sur HgCl. Donc là, on a fabriqué notre microsystème. Est-ce que ça marche ou non? C'est ça ce qu'on va voir plus tard. Donc là, c'est le système analyseur semi-conducteur. Ça nous permet, comme vous êtes habitué, si vous êtes de la microélectronique, ça nous permet de caractériser les dispositifs. Comme je vous ai dit, un ISFET, c'est un transistor MOSFET. Donc j'ai IDS, VGS et j'ai la transconductance. Donc ça me permet de voir si le dispositif, en tant que microélectronique, il marche. Et après, on va voir comment je peux l'analyser en tant que capteur. Et donc là, c'est la partie, comment dirais-je, de l'imagerie, de l'acquisition, parce que j'aimerais bien savoir, est-ce que réellement mes bactéries, tout ça, ils sont concentrés là où je veux. Donc j'ai un générateur de fréquences et un système de caméra qui va me permettre de visualiser ce qui se passe avec une acquisition forte pour voir est-ce qu'effectivement j'ai achevé mon objectif. Donc, premièrement, j'ai commencé à caractériser les capteurs. Donc, vous voyez ici, là, vous voyez bien, j'ai la transconductance, j'ai le courant IDS-VGS. Donc, c'est un transistor qui marche très bien. Mais ce que j'ai fait, j'ai changé le pH. Et donc, à fur et à mesure que je change le pH, qu'est-ce que je vous ai dit avant? La tension ou le courant, il est proportionnel à l'activité ionique. Donc, on voit bien, chaque fois que je fais varier le pH, donc j'ai une variation de la transconductance qui montre que mon capteur, il marche en tant que capteur électrochimique. Donc, il faut distinguer. Donc là, premièrement, l'autre partie, c'est pour valider la technologie. Est-ce que c'est un transistor MOSFET? Oui. Et donc, on a tous les éléments qui sont pareils à un transistor MOS. Et avec ça, je peux savoir si j'ai des courants de fluide, si mon capteur, il marche très, très bien. Donc là, on a fait avec deux méthodes, avec une électrode de référence interne et avec une électrode de référence externe. Si je parle rapidement, vous pouvez me faire signe pour que je parle lentement. Hein? C'est très bien, c'est Abdelhamid, c'est très bien. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. En principe, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a besoin d'un étalonnage. Et donc là, on voit l'étalonnage. Parce que j'ai besoin d'étalonner mon capteur. Parce qu'au moment que je vais mesurer, je dois savoir le pH que j'ai. Donc, j'ai besoin de cette courbe d'étalonnage. Et donc, on voit que c'est une réponse linéaire en fonction de l'électrode interne-externe. On a des petits soucis ici. Une petite inclinaison, on ne savait pas l'explication réelle. Mais normalement, on a un capteur qui est sensible au pH qui marche très, très bien. Donc ça, on a bien prouvé que notre capteur, ISFET, il est sensible au pH. Je vais y revenir, je vais vous demander pourquoi on a utilisé le pH. Donc là, on a le système entier. Est-ce qu'on a, si vous voyez ici, vous voyez bien ces particules?
Ça, c'est le mélange des deux bactéries. D'accord? Est-ce que je suis capable, selon le modèle que j'ai développé, est-ce que je suis capable de les agglomérer ici? C'est là où j'ai la grille des isfètes, comme je vous ai présenté avant. Donc, je vais lancer là. Donc, ça, c'est les conditions. C'est la NDEP. Donc, vous voyez, il s'agglomère sur les bords des électrodes, mais ce n'est pas ça l'objectif. Je ne veux pas ça. Moi, je veux, est-ce qu'ils sont là, ici? Donc, à un certain moment, hop, donc je passe à la d'électrophorèse positive et vous voyez, ils sont piégés ici. Donc, ils sont bien piégés dans la pouille. Et là, je peux nettoyer, je peux rincer ça et ça reste ça qui sont piégés dans le puits de potentiel. Donc, ça prouve, mais c'était casse-tête parce qu'il fallait optimiser la tension, il fallait optimiser la fréquence, DEP, NDEP, la concentration, mais on a achevé, ça montre bien. Ça, pour faire ces études-là avec des systèmes biologiques, ça prend du temps considérable, 24 heures, s'ils veulent faire ça, pour faire de l'analyse de ça. Donc, nous, on est capable, dans un système complexe biologique, de trier ce qu'on veut. Et donc, c'est-à-dire, vous voulez faire des anticorps ou des aptamères ou ce que vous voulez faire des tris de l'ADN, il faut adapter le système, c'est-à-dire, il faut refaire toute la méthodologie que j'ai expliquée, il faut savoir la taille, il faut savoir les constantes diélectriques et reconstruire le microsystème pour l'autre application. D'accord? Donc, une fois qu'on a ça, est-ce que j'ai achevé mon objectif ou non? Pardon, pour deuxième. Hop, pardon, je m'excuse. Hop. Donc là, c'est le deuxième. Et donc là, j'ai ici les Saccharomyces, les petites. C'est le même, mais dans d'autres conditions. Donc les deux isfètes, ils marchent bien. Mais avec ce système-là, est-ce que j'ai achevé l'objectif? Parce que, comme je vous ai dit, je prends le milieu biologique à analyser, j'arrive à agglomérer. Mais je vais agglomérer ces bactéries. Est-ce qu'ils sont vivantes ou mortes? Aucune idée avec ce système. Donc, ça ne sert à rien. Et c'est là où il y a le rôle en amont du capteur ISFET. C'est pour ça qu'on a introduit l'ISFET. Avec la d'électrophorèse, il peut vous faire fixer, etc. Mais aucune information s'ils sont vivants ou non. Et donc, on va voir là maintenant comment on a fait pour savoir s'ils sont vivants. Donc, pour savoir s'ils sont vivants, ce qu'on a donné, donc ils sont en suspension. Donc, l'idée, c'est leur donner un peu de sucre. Et donc, s'ils sont vivants, il y aura un métabolisme. Donc, les bactéries, ils vont manger ce sucre, ils vont libérer de H+. Et donc, indirectement, je vais mesurer le pH. Et grâce à ça, je peux savoir si ces bactéries sont vivantes ou non. D'accord? Donc, le fait que je vais rajouter du sucre, ça me permettra de dire oui. Donc, on a ces cellules, donc il ne faut pas manger ce produit-là parce qu'il contient des bactéries. Effectivement. Donc, ce qu'on a fait, vous voyez ici, j'ai un pH mètre, le noir. J'ai ici le capteur ISFET plus la d'électrophorèse et j'ai le capteur sans d'électrophorèse pour comparer. Donc, on voit dans le temps le pH, on peut suivre. Donc, je me suis basé seulement sur celui-là, c'est là où il y a lieu. Donc, j'ai le pH que je suis en train de mesurer dans un milieu de culture. J'injecte les bactéries, d'accord? Vous voyez les stables. Et après, j'ai injecté le glucose. Donc, qu'est-ce que vous remontez? Vous remarquez, le temps de réponse, le pH, il diminue. Donc, c'est-à-dire ces bactéries que j'ai piégées, ils sont vivantes. Faites attention, on ne peut pas manger ça. Ok. D'accord? Et donc, Oui. c'est ça l'astuce. L'astuce, c'est cette combinaison de deux technologies à base de silicium qui nous a permis de faire un tri et en plus de savoir s'ils sont vivantes ou non vivantes. Donc, en conclusion, je peux dire qu'on a pu intégrer deux technologies, la technologie des ISFET, la technologie des microélectrodes pour faire la d'électrophorèse. On a bien prouvé avec un modèle qu'on peut piéger des bactéries et d'autres non. On a bien montré que l'impact de glucose peut nous prouver si ces bactéries s'ils sont vivantes ou non. D'accord? Mais Oui. le problème qui s'est posé quand on a développé ça, on a dit oui, d'accord, c'est bien. Nous, on voulait aller plus loin, c'est-à-dire les camions frigorifiques, on va les doter de ce système-là.
Donc, est-ce que le camionneur il va venir avec glucose donné, etc. Non. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu une autre idée. Très bien. Donc, qui est ce système-là que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce que ça, c'est un système plus complexe que l'autre. Donc, là, on a intégré les ISFET. On a intégré des microélectrodes pour mesurer le potassium, le sodium, etc. On a intégré un capteur de température. On a intégré un capteur d'oxygène. D'accord? Et donc, avec ces autres capteurs. Pourquoi? Parce que de cette manière, ici, on ne va pas injecter le glucose. Là, quel est le capteur qui va nous indiquer s'ils sont vivants ou non? C'est la consommation de l'oxygène. Donc, ils auront un display à côté, ils vont activer, ils vont mesurer, ils vont avoir ces paramètres-là, parce qu'au moment que la bactérie va éclater, je peux avoir ces concentrations, ça prouve qu'ils sont morts. S'ils consomment de l'oxygène, c'est très bien. Et là, c'est la température pour conserver la température de système pour que je puisse faire les mesures dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est une thèse que je viens qui va être démarrée l'année prochaine pour utiliser ce système dans des camions, dans la douane, dans pas mal de choses pour contrôler la qualité des produits agroalimentaires disponibles et ça peut être pour d'autres applications. Donc, pour conclure, donc je remercie mes collègues ici, tous, et aussi les projets européens dont je digère. Merci pour votre Merci Saad Hamid pour cette belle présentation sur un sujet vraiment intéressant avec un sujet d'actualité sur un domaine en fait de biotechnologie. Donc c'est un domaine vraiment qui touche à la santé humaine, à la santé des personnes. Et donc vraiment ça nous a fait plaisir et d'avoir en fait de tels sujets. Surtout maintenant, on parle en fait sur beaucoup des capteurs et des biocapteurs. Et Oui. donc, j'aimerais bien, en fait, avant de passer la parole et poser quelques questions et demander, en fait, aux téléspectateurs, en fait, s'il y a des questions, j'aimerais bien, en fait, savoir, est-ce que c'est de tels biocapteurs qu'on pourra les utiliser pour COVID, par exemple? Et pourquoi? Parce que tout à l'heure, en fait, vous avez parlé de ça. Mais qu'est-ce qu'on va changer par rapport au biocapteur que vous avez? On va agir Question, sur quoi exactement? c'est question piège. C'est ça Non, que je voulais savoir, moi, de vous, comment, après avoir expliqué ce système, est-ce que vous auriez une idée comment je peux utiliser ça? C'est un projet européen très, très grand que j'ai demandé. Est-ce qu'à votre avis, avec les outils que je vous ai donnés, est-ce qu'on est capable de mesurer le Covid? Nous, en plus, ce n'est pas le Covid qu'on mesure. Le Covid, c'est une vague. oui, Probablement, on aura un vaccin. Ça va oui, disparaître. Nous, on est allé plus loin. On s'est concentré sur le coronavirus, tout inclus, parce qu'il y a le SARS-1, oui. SARS-2, le MERS, etc. Et nous, on se prépare à une deuxième vague où il sera plus complexe, plus difficile de détecter. Et donc là, j'aimerais bien savoir, à partir de ce que je vous ai présenté, est-ce que vous êtes capable de me Mais dire... est-ce que c'est Abdelhamid, est-ce que c'est pas intéressant en fait de chercher les anticorps en fait dans le sang? Parce que les anticorps, en fait, c'est ce qu'on a remarqué, mais on entend parler en fait souvent. C'est parce que les gens, les malades, des fois, on est beaucoup plus dangereux que quelqu'un qu'on sait qu'il est affecté en fait par la maladie. Donc, est-ce que avec de tels dispositifs, on peut utiliser en fait un test rapide, efficace des anticorps? Et comme ça, on peut savoir et on peut faire des tests comme les tests de grossesse, par exemple. C'est le même genre, c'est le même principe, je dirais, en fait. Oui, ça existe un test comme celle de grossesse utilisé, mais ce n'est pas encore fiable. Tout ce qui existe maintenant, ce n'est pas encore fiable. C'est seulement, on utilise ça pour utiliser parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Il faut savoir ça. D'accord? Mm. On ne peut pas utiliser un anticorps pour détecter le virus. Oui, Impossible. Surtout au Maroc, on n'a pas le P4. Donc, il faut oui, chercher un autre moyen. Donc, normalement, quand on est atteint d'une maladie, donc le corps il est très intelligent. Il a des gendarmes qui sont très très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il produit des anticorps, oui, d'accord? Et c'est ça ce qu'il mesure dans le sang. oui, Alors ces anticorps-là,
Ils ont trouvé, j'ai des collègues là, on est en train de travailler ensemble avec des Allemands de Fraunhofer. Le patient, au début et à la fin, il produit deux types d'anticorps. Et ça, c'est une complexité, d'une part. Mesurer dans le sang, c'est diluer l'anticorps. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est mesurer dans la mucus ou dans la salive, parce que c'est là qu'il attaque, premièrement. Et c'est là où on a une concentration C'est juste élevée. une question, en fait. Dans la salive, est-ce que c'est pas compliqué? Parce que des fois, en fait, ce qu'on voit, en fait, les tests actuels, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut injecter, en fait, à l'intérieur et chercher. Vraiment, c'est vraiment spécifique, en fait. Je ne sais pas, est-ce que dans le sang, c'est beaucoup plus simple? Non, je ne sais pas. En fait, c'est une question Oui, que je pose, hein. ça dépend. Je vais vous situer le contexte. Dans le cas, j'ai d'autres projets, Cardiatool, vous pouvez taper Cardiatool au Hearten. J'ai travaillé sur la détection des biomarqueurs de l'insuffisance cardiaque dans la salive, d'accord? Ou de Oui, la lait. Donc déjà, on connaît le système, comment prélever et tout ça. Donc, ce sont de gros projets et ces idées-là que j'ai eu l'idée d'utiliser la salive parce que les médecins, ils veulent de la salive. C'est là qu'elle attaque, premièrement. Et là, on a plus de chance avant parce qu'une fois qu'il va descendre, la chance, il est plus faible parce que il est. Donc, si j'arrive à détecter ici, donc je peux sauver le patient pour le moment, selon ce qu'ils disent. Et donc, non seulement donc, ces anticorps, ça peut être IgG, IgM et d'autres. exact. D'accord? Oui, Et non seulement il y a ces anticorps, parce qu'on a ce qu'on appelle storm, une tempête de cytokines. Donc, il y a une inflammation parce que le corps, il veut se défendre. Donc, il y a les cytokines qui vont être. Et donc, c'est pour ça, nous, on veut développer ça pour mesurer ici. C'est très complexe parce que les gens, c'est pour ça, on ne trouve pas des outils pour l'analyse de la salive. Ce n'est pas donné. Donc, si on n'a pas d'expertise, parce que quand on fait prélèvement de la salive, est-ce que tu vas la faire le matin, midi, etc. Donc, il y a toute une stratégie. mais c'est pour ça, en fait, le sang, parce que c'est quand même, si c'est dans le sang, seulement dans le sang, c'est un peu de retard, certainement. Certainement, ça apparaît dans une semaine après ou. Oui. Mais il ne faut pas oublier dans le sang, il faut prélever du sang, il faut centrifuger. Il y a toutes d'autres étapes qu'il faut. Donc, la complexité des systèmes. Nous, ce qu'on cherche avec ça, c'est-à-dire on aura une application sur smartphone avec le chip. Donc, c'est-à-dire le patient lui-même, il peut acheter dans le futur ce kit-là, prendre la salive, analyser lui-même. Donc, ça permet de protéger sa famille parce qu'une fois qu'il va détecter, il va être isolé et ça permettra aux médecins et tout ça de bien gérer ça parce qu'en même temps, cette information, elle est basculée dans l'iCloud, le médecin il va recevoir tout ça, donc il sait le suivi, ils savent bien les personnes qui sont contaminées où et on aura une statistique très très bien avancée. Parce que la question, moi, en discutant au laboratoire avec des chercheurs et en travaillant sur un biocapteur, d'ailleurs aujourd'hui, ça nous fait plaisir en fait d'avoir de telles présentations et ça nous aidera en fait de travailler sur un sujet similaire, c'est-à-dire en utilisant un substrat avec des protéines qui ressemblent en fait à coronavirus et après, ils réagissent avec le sang et comme ça, en fonction de la concentration en fait, des anticorps dans le sang, il y a en mesurant une différence de potentiel, c'est-à-dire en appliquant un système, en appliquant une différence de potentiel, et on mesure en fait la réponse des capteurs en fait par la suite. Et ça nous donne une idée en fonction de la concentration des anticorps dans le sang. Oui, Je ne sais pas, est-ce que c'était une discussion, hein, je ne sais pas aussi. oui, ça peut être, mais le problème que je vous ai dit, dans le sang, elle est très diluée. Donc, il faut avoir premièrement un capteur qui est très très sensible. Et quand Exact. on va détecter, c'est-à-dire le corps, il s'est manifesté, donc déjà, il s'est greffé ici, il descend au poumon. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est précoce. C'est comme si on a quelqu'un qui a du cancer. Quand il est dans une phase précoce, on peut sauver. Phase avancée, il a marrahim rabbi. Donc, c'est ça la différence. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est de prévoir. C'est ce qu'on appelle les P4, c'est-à-dire prévention, les 4 P qu'on a. Donc, on aimerait bien aller au-delà. D'accord? Et donc, c'est ça Ok, qui fait de notre projet phare. C'est un projet, un ok. gros projet européen
dans lequel ils sont impliqués les francophones, c'est l'élite des Allemands, nous, les Italiens et la Turquie que j'ai greffé aussi des hôpitaux. Et donc, c'est pas facile. Quand j'ai commencé les discussions avec les médecins qui sont bien dans ça, même le coronavirus, il change sa configuration et tout ça, les N, les S, il les change. Et c'est ça la complexité. Ils n'ont pas encore trouvé un anticorps qui correspond à ça. Ok. Et une question en fait Pardon. Et le fait de mesurer les anticorps IgG, IgM, c'est une mesure indirecte. Comme je viens de vous proposer, je ne mesure pas la bactérie, mais je mesure indirectement à travers le capteur. Ok. Donc, il y a plusieurs questions en fait de téléspectateurs en fait sur Facebook. Il y a une des questions en fait, on demande pourquoi on utilise en fait des capteurs, des électrodes interdigitées. Est-ce que c'est pas aussi simple d'utiliser des capteurs plus ou moins et voir en fait la réponse? Pourquoi exactement vous utilisez en fait des interdigités? Est-ce que pour avoir plus de précision, est-ce qu'il y a un intérêt? Donc, parce que tout à l'heure, vous avez présenté en fait des capteurs interdigités. Donc, certainement, il y a une raison. Oui, les capteurs interdigités, c'est comme les interdigités qu'on utilise dans les électrophorèses, seulement on a fait un scaling down. Donc, ça permet de générer un champ électrique. C'est ça ce que j'ai fait. La modélisation, c'est pour avoir une concentration des bactéries ou repousser, comme vous avez vu dans le vidéo. Donc, c'est indispensable pour concentrer sur la grille du capteur. Après, le capteur, il va mesurer adjacent, c'est à côté, c'est juste à côté de lui, donc il peut mesurer le pH. Bien, une fois qu'ils vont consommer du glucose. Ok. Et une autre question, donc il demande une personne comment peut-on adopter le capteur au type de virus, sachant qu'on est à l'échelle nanométrique et qu'on n'est pas dans un milieu conducteur. Une question d'un téléspectateur ici sur Facebook, c'est une question. J'ai pas compris, j'ai pas bien compris. Et la question, comment peut-on adapter le capteur au type de virus, sachant qu'on est à l'échelle nanométrique et qu'on est, qu'on n'est pas dans un milieu conducteur, C'est-à-dire comment on peut adapter le capteur à tout type de virus. Oui, donc ça c'est… Sachant qu'on est dans une échelle nanométrique. Donc, oui, c'est kiff. Nous, par exemple, on a d'autres applications. C'est-à-dire sur cette grille du capteur, on peut greffer l'anticorps qui détecte le bactérie. Et donc, on fait une mesure d'impédance. Donc, la couche qu'on a, c'est une couche qui a une constante d'électrique spécifique. C'est de l'oxyde ou du nitrure ou ce que vous voulez. Après, on aura une couche qui correspond au biolayer. Et une fois que j'ai n'importe quel greffage, la constante d'électrique du système global, il va changer et je peux faire avec des mesures d'impédance type Nyquist, plot ou ce que vous voulez. Après, je peux remonter. Pas de souci. Parce que le virus lui-même, il fait 500-400 nanomètres, mais il a une constante d'électrique et c'est ça ce qui nous arrange. C'est ça ce qu'on veut. Cette affinité, cette interaction anticorps-antigène, il change l'épaisseur et la constante d'électrique et c'est ça, on peut le mesurer avec, avec des montages électriques type impédance ou ce que vous voulez après. C'est pas une autre question miniaturisé. Oui. Excuse-moi, avant de passer aux questions des gens, les participants, on va demander tout à l'heure en fait aux personnes qui veulent poser une question de lever la main. Mais avant ça, je pose une autre question que j'ai en fait sur Facebook. Est-ce qu'on a exploité la piste en fait de détection de la virus par imagerie? Oui, il y a pas mal de choses faites avec de l'imagerie. Mais comme je vous ai dit, la piste de ça, quand on va faire de l'imagerie, parce que les images que vous avez vues dans les médias et tout ça, comment ils ont fait avec un MEB, avec un SEM, etc. Ça existe. Mais ce n'est pas ça. L'objectif, nous, c'est faire le screening pour réduire cette contamination. On doit être doté d'un système qui va nous permettre de auto-évaluer pour dire, ah, je ne sors pas, c'est un risque moi-même pour les autres. Et c'est à cause de ça qu'on a eu cette pandémie, parce qu'on n'a pas d'outils sophistiqués, miniaturisés, type POC, point of care, qui va nous permettre de freiner cette pandémie. On n'a pas pensé au début, parce qu'on n'a pas mesuré l'impact. Et c'est ça qui a fait peur et qui a créé tout ça. Si on n'a pas pris, parce que SARS-1,
Ils ont eu bouclé ça. Ça fait 5 ans, 4 ans, ils ont bouclé ça bien. Mais ce n'était pas autant difficile comme ce qu'on a maintenant. Celui-là, il est très dangereux. Et on ne sait pas les prochains. Et c'est ça ce qui fait qu'on est en train de développer un système multidétection pour pouvoir faire le screening et protéger les gens. Ok, merci. Vous avez le bonjour des gens de Meknès, le professeur Mouhsin, professeur Bouchiri, professeur Ramon. Il y a plusieurs professeurs en fait. Vous avez le bonjour en fait de Meknès. Hein. J'imagine que vous les connaissez en fait. Ouais, ben, of course, هذا الشيء أستاذ بوشيخيرة كان أستاذ ديالي د l'électronique. Ah, ok, parfait. Donc, ça fait plaisir d'avoir. Le P3. J'ai eu pas mal de projets avec lui quand j'étais en Espagne, donc je connais bien. Je passe mon bonjour à tous ces collègues-là et ça me fait un grand plaisir de voir ce débat qui est très, très fructueux parce qu'il y a une forte interaction dans les questions, etc. Ça prouve qu'on est sensibilisé pour cette thématique-là et pourquoi pas d'autres qui vont venir dans le futur. Oui, donc merci. Avant de passer, en fait, j'aimerais bien en fait poser. On posera quelques questions aux gens, aux personnes qui veulent poser une question, de lever la main. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent poser une question, donc on attend les autres questions. J'ai une autre question en fait sur Facebook. Le signal général par les anticorps est très faible. Comment possible d'amplifier le signal pour qu'elle soit exploitable? Je parle en comparaison par les technologies ECL. Donc, il parle en fait que comment on peut amplifier le signal en fait des anticorps. Oui, ça dépend de l'approche qu'on on est en train d'utiliser. On peut faire la préconcentration, c'est-à-dire je peux avoir des nanoparticules avec d'autres peptides ou ce que vous voulez, et je peux faire une préconcentration parce que la détection, il sera avec une sphère qui va amplifier le signal. Ça, ce n'est pas un souci. Le souci, c'est trouver l'anticorps qui correspond, que jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore commercialisé qui est fiable, qui est reproductible. Et c'est pour ça, nous, on essaie de mesurer les anticorps générés par le corps humain, les IgG, IgM, etc., différentes variétés. Nous, on mesure 10 biomarqueurs, 10 anticorps avec 2 contrôles. Ce n'est pas encore commencé, c'est sur papier, mais on est en train de faire ça. Donc, le fait d'un signal, ce n'est pas un problème, on peut amplifier avec des nanoparticules magnétiques ou d'or ou n'importe quantum dots ou d'autres systèmes. Donc ça, on sait gérer. Le problème, le challenge, c'est trouver un anticorps qui répond, qui peut détecter la bactérie, le virus, pardon. Ok, il y a une autre question. Il y a beaucoup de questions sur Rachid Radit Smahlina. Même, je sais que c'est chez vous d'abord, je pense, c'est 1h du matin, je pense. Donc, mais il y a beaucoup de questions et nous aussi, en fait, ça nous intéresse et on posera d'autres questions. Il y a une question de Madame Lotfi Boshra. Finalement, on arrive à mesurer uniquement les grandeurs physiques en relation avec les substances chargées, l'oxygène, quelques éléments chimiques à la température, c'est tout. Et pour les protéines, est-ce qu'on arrive à utiliser les identifiants de protéines dans la détection des virus? Je crois que c'est la piste la plus fiable car le virus ne produit pas d'oxygène et n'est pas chargé, je pense. C'était la question de Madame Bouchra Lotfi. Donc, je crois qu'il y a une confusion. Ce que j'ai fait comme présentation, c'est pour un cas. On ne parle pas de virus. D'accord? Donc, elle croyait qu'on a utilisé le capteur oxygène. L'autre, on mesure. Ça peut être, on peut avoir un anticorps fixé sur des capteurs pour mesurer ces protéines. On peut avoir des anticorps pour détecter la bactérie entièrement. Et on peut avoir une mesure indirecte en mesurant les anticorps générés par ce virus dans la salive ou dans le sang ou dans la mucose. Donc, il ne faut pas mélanger. On ne mesure pas l'oxygène ici. Non, on parle d'une affinité, d'une interaction anticorps-antigène ou anticorps-virus. Il ne faut pas mélanger. Donc, l'oxygène, c'était, ce que je vous ai montré, c'était une autre application pour les bactéries, Saccharomyces, etc.
Voilà, une dernière question ici avant de passer aux questions de téléspectateurs. Donc, Monsieur Hafid El Haïl, est-ce qu'on peut appliquer cette technologie pour détecter le cancer? Si oui, comment on doit faire pour avoir un capteur efficace qui détecte le cancer? Et j'imagine, je sais que vous avez travaillé sur ça. Je sais que vous avez une thèse. J'ai, j'ai déjà vu en fait les travaux et même des thèses sur ce genre avec des applications, avec des capteurs. Donc, je vous laisse expliquer en fait. Et là, je D'accord, pense qu'on aura une présentation complète en fait sur ça. d'accord. Donc, j'aimerais bien ceux qui formulent des questions, qu'ils disent d'où il vient, de quelle université pour moi, pour Malheureusement, comprendre un peu. j'ai que les Ça sera noms, bien, mais ça sera bien. après, on va passer la parole aux personnes. Ils vont se présenter et poser les questions eux-mêmes. Ça sera bien. Donc, revenons au cancer. Par exemple, je vous donne un cas particulier, le cancer du sein. Donc, normalement, on a mammographie, etc. Ce sont des techniques standards. Mais ce n'est pas fiable parce qu'on peut avoir le spot du cancer, mais la résolution de l'appareil ne peut pas le mesurer. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est des capteurs, ce qu'on appelle dans ce cas-là immunocapteurs. Donc, on a fixé des anticorps qui reconnaissent des protéines. Donc, chaque fois que notre corps est attaqué par quelque chose, le corps il se manifeste pour le défendre. Et donc, il y a un excès de protéines ou un excès d'anticorps P53 ou ce que vous voulez. Et sur cette base-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on est un système complexe dans notre corps. Donc, on essaie premièrement d'éviter d'attaquer et d'affaiblir le virus ou ce que vous voulez. Mais une fois, parfois, on est surpassé ou le virus, il est très intelligent, il est déguisé et on n'arrive pas à le piéger parfois. D'accord? C'est comme le VHI ou d'autres, mais on arrive là maintenant. Et donc, c'est ça, nous, on utilise ce fait-là. Donc, le fait que notre corps, une fois qu'il est attaqué, ou il y a une cellule maligne, etc., donc il y a surpression de la protéine qui correspond. Je prends l'exemple de prostate, on a le PCA. On prend le cancer du sein, on a d'autres biomarqueurs comme CAI et d'autres qu'on est en train de détecter. On peut mesurer le P53 aussi, cette protéine. Donc, tout ça, ça existe. Donc, déjà, les médecins, ils ont ça avec la méthode de ELISA, etc. Ils ont. Mais l'ELISA, c'est un équipement très grand. On ne peut pas miniaturiser et tout ça. Donc, nous, on a développé, miniaturisé des capteurs pour mesurer à partir de la salive. Donc, c'est-à-dire la femme elle-même, elle peut avoir cet outil mesuré et les connecter sur smartphone et les envoyer au médecin. Il peut, une fois qu'il voit le seuil, il a dépassé le seuil, venez à l'hôpital, on va faire de la biopsie, on va faire de l'imagerie. Donc, d'une part, ça réduit les personnes qui vont être dans les hôpitaux et ça rassure le Mais patient. est-ce que une question, c'est Rachid, est-ce que c'est est tellement efficace ou juste en fait à titre indicateur, après le médecin, il va faire en fait des analyses poussées pour. Oui, Mais donc à-t-elle l'efficacité, on arrive à un pourcentage de combien? Est-ce qu'on est proche du 100% ou on est encore loin de. on est proche de 100%. Le problème, c'est que avant, la partie la plus difficile, c'est introduire ça dans le marché parce qu'on a l'éthique. Et l'éthique, il faut passer par des étapes pour valider ce système-là. Nous, on arrive à détecter mieux que l'ELISA. L'ELISA, parfois, elle est limitée. Par exemple, je prends l'interleukine 10, etc. Ça, on trouve 5 nanogrammes par litre. Nous, on a eu des limites de détection plus faibles. Donc, ça permet de même aller au-delà, de dire la maladie, elle est précoce. Je peux attaquer, je peux sauver le patient. Mais toujours, ça reste des composantes. C'est très difficile parce que élaborer un paquet de capteurs de ce genre-là, il faut avoir une plateforme qui va nous produire, on ne parle pas des millions, etc. Et là, la difficulté, parce que le background, on n'a pas une société qui a les compétences de fabriquer le dispositif, qui a la physico-chimie et qui a la biologie qui va merger tout ça pour avoir ça. Et c'est ça qui freine la commercialisation de ce type de capteurs. En plus, ce sont des capteurs jetables. On ne peut pas les utiliser parce qu'une fois on a cette interaction antigène-anticorps, je ne peux pas casser ça. Donc, il n'y a qu'une seule fois. Donc, le coût, par exemple, sera un petit peu cher, mais dans tous les cas, quand on parle de la santé, il n'y a pas de valeur d'argent. Donc, c'est ça.
Ok, merci Serachid. Il y a beaucoup de questions encore sur Facebook, mais je passe aux questions des gens. Pour les personnes qui souhaitent en fait poser des questions, merci de lever la main. C'est Youssef, si vous avez en fait la liste. J'ai ici en fait Monsieur Al-Attar, Monsieur Al-Attar, donc professeur Al-Attar. C'est un médecin, là, Raivano. Donc, De on va bombarder. avoir des hommes. Donc, Ça, bonsoir, c'est ça va prendre, Youssef. Si vous pouvez en fait lui donner la main. ça va enrichir notre discussion. C'est ça ce qu'on veut. Exactement. Par contre, c'est Rachid, si vous pouvez en fait, vous pouvez enlever en fait la présentation. Comme ça, en fait, on aura les gens. Donc, D'accord. si vous, Attendez. vous Hop. pouvez. D'accord. Hop. Pardon. Hop. C'est bon? Ok, ok, c'est bon. Donc, Oui. il y a Monsieur Anas Latar. Si vous, bonjour, bonsoir. Activez le micro probablement. Monsieur Anas, activez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Latar, merci d'activer le micro. Oui. Oui, J'en profite. Youssef, J'en profite. s'il a un problème, on passe à un autre. S'il y a un problème de son, on passe à une autre question. C'est bon? Donc, on entend. Oui, Madame Amal Afif, s'il vous plaît. Oui, vous Donc, m'entendez là? bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous d'abord et bonsoir. On vous entend, on vous entend. Ok. Bonsoir d'abord. Awashan Mbarouka. C'est Afi pas mal. Je pense, Monsieur Rachid, vous vous rappelez de moi. Je Oui. suis docteur de l'ENSET, fraîchement diplômée, quoi. Et je suis enseignante chercheuse à l'ISEN Toulon. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, vraiment pour cette présentation. J'ai jamais entendu parler de cette méthode, la combinaison de deux méthodes et tout. Je vous félicite. Je suis pas vraiment experte, mais je suis venue un peu tard, alors j'ai pas suivi dès le début, mais j'ai juste une petite question. Je sais pas est-ce que c'est bête ou pas, mais voilà, ça reste une question. Il n'y a pas de question bête. Donc, Alors, j'aimerais bien savoir, alors, vous faites la localisation, bien, vous regroupez ou vous piégez les bactéries. Après, vous dites est-ce que c'est vivant ou pas. Alors, est-ce que vous arrivez à identifier les bactéries même, alors de type invasif ou non invasif, puisqu'on sait qu'il y a des bactéries qui sont pas invasives, quoi. Alors, est-ce que vous arrivez à dire, voilà, vous identifiez le type exact de bactérie ou pas? Et oui. s'il y a plusieurs types, alors en même temps, alors sur la même lame ou bien le même capteur, alors comment vous arrivez à différencier entre une bactérie et une autre? Oui. Voilà la question bête. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est bien. Effectivement. Donc, ce que je vous ai présenté au début, probablement vous n'avez pas vu la présentation. Donc, il y a un modèle. Et ce modèle-là, on s'est basé sur les constantes d'électrique et la conductivité des bactéries. D'accord? Donc, on a développé un modèle et pour chaque modèle, donc on a fabriqué un capteur. Donc, c'est-à-dire ici l'exemple que j'ai montré, le vidéo, je ne sais pas si vous avez vu le vidéo. Donc, on a un mélange de bactéries
Saccharomyces et Escherichia coli. Et on est capable de faire le tri. Pourquoi? Parce que l'électrode interdigitée, elle est faite seulement pour ça. Il se peut qu'on peut avoir de l'absorption, quelque chose comme ça. Mais au moins, on cherche la masse, le nombre. Donc, le nombre qu'on va piéger, c'est les Escherichia coli. Pourquoi? Parce qu'on a introduit les paramètres physico-chimiques, on a introduit les caractéristiques d'électrique, on a élaboré un capteur spécifiquement pour ça. Même si vous avez un mélange, on est capable de faire le tri de l'élément qu'on est en train de chercher. Excusez-moi. Désolé. Donc, on passe à Monsieur Hamid. Monsieur Hamid Bouef. Merci d'activer le micro, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Hamid, présentez-vous d'abord, merci. Ok, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend très bien. Ok, bonsoir tout le monde. Je remercie premièrement je me présente premièrement. Je m'appelle Hamid Bouef, de la région de Tinrère. Je suis professeur à l'AFST Mohammedia, génie électrique. Je remercie beaucoup le comité organisateur de cette conférence qui est très riche, bien sûr, en informations. Je remercie le conférencier, M. Rachid Abdelhamid, pour cette magnifique présentation, même s'il est réduite un petit peu, mais il est riche en informations. Bon, je commencerai par, j'ai 3 points à discuter, bien sûr, 3 questions. La première question, c'est pourquoi vous avez, pourquoi vous avez choisi, ou bien comment vous avez choisi la topologie de votre électrode. Donc, je dirais dans ce cas-là que pour l'électrode IDE, Interdigitated Electrode, donc j'avais une expérience avec le laboratoire des microsystèmes au Canada, donc c'est à l'Université Laval, donc je travaille toujours avec eux en collaboration. Donc pour l'électrode IDE, Interdigitated, je crois que la seule chose qui est très intéressante, c'est la sensibilité. Donc, je crois, d'après la présentation, vous n'avez pas mentionné, bien sûr, la sensibilité de cette électrode. D'autres choses, est-ce que vous n'avez pas procédé à l'utilisation de l'intelligence artificielle, à savoir les métaheuristiques, pour optimiser la structure de l'électrode? Bien sûr, la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir un compromis entre la surface et la sensibilité. D'autres choses concernant les simulations de l'ISFET, je ne sais pas, est-ce que, bien sûr, vous avez dit que la température elle est stable, alors que, comme vous connaissez, bien sûr, dans le flot de conception des circuits, en général, on passe par des simulations PVT, c'est-à-dire on fait varier le processus voltage-température. Est-ce que vous avez pensé à ces simulations pour, bien sûr, avoir un système qui est un peu, comment dirais-je, stable en général? Oui. Le son est revenu, oui. D'autres choses, c'est-à-dire une autre question à propos de la consommation et le transfert des données. C'est-à-dire maintenant, il y a une grande migration vers la basse consommation. Et donc, j'aimerais bien savoir la technique utilisée pour le transfert de l'information, c'est-à-dire elle va être transférée ou bien faite par la technique de sans fil, c'est-à-dire et là, donc, je dirais que la technique la plus adaptée, c'est l'utilisation de BLE, c'est-à-dire Bluetooth Low Energy, surtout la version V5 qui vient de sortir.
et bien développé. Bon, je dirais tout ça parce que j'ai déjà l'expérience avec le laboratoire au Canada et travaille sur la spectrochimie ou bien la mesure de l'impédance. On travaillait sur pas mal de sujets qui sont intéressants. Donc, Merci, Hamid. Merci pour votre question. Je Ok, passe la parole à merci à vous. Hamid. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos questions pertinentes. Donc, je vais faire de l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, vous avez abordé que la présentation était short. C'est normal parce que le public, quand un conférencier va faire une présentation, c'est de la divulgation. Tu ne peux pas rentrer dans Donc, les... j'interviens dans ce sens-là, Sabha. Moi, personnellement, j'ai demandé à Ser Rachid, je connais les compétences de Ser Rachid, j'ai lui demandé de vulgariser parce qu'il n'y a pas de spécialistes. On n'est pas des spécialistes et la majorité des gens ne sont pas des spécialistes. Et c'est pourquoi on n'est pas dans une conférence scientifique. Pour ça, c'est toucher le maximum des personnes. Et c'était intéressant pour toucher en fait la science et toucher la technologie. Donc, c'est pourquoi on vous a demandé en fait de... D'accord. Vous pouvez me donner la main pour partager un truc après? Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, la deuxième question, vous avez parlé de l'état de surface des électrodes. Votre collègue, ils font de la mesure d'impédance, certes. Mais pourquoi ils s'intéressent à la rigorosité, etc. Parce qu'ils greffent des choses. Nous, dans ce que j'ai présenté, je greffe rien. Je l'utilise pour concentrer. Donc, il n'y a rien qui se dépose sur l'électrode. Il faut faire une différence. Quand on utilise l'électrode comme transducteur, on doit fonctionnaliser et là, ça affecte la rigorosité sur l'impédance et tout ça qu'on connaît très bien. Mais là, ce n'est pas cette approche, nous. Nous, on a utilisé les interdigités pour qu'on puisse agglomérer les cellules sur le dispositif. Donc, au niveau de communication, donc, si je partage le truc, vous allez voir, hop. Vous voyez? Oui. Ça, c'est le système qu'on est, par exemple, le projet que je suis en train de développer. Donc, vous voyez la communication ici. On met une goutte de la salive avec pompe. Avec une pompe, ce n'est pas une pompe active, c'est passif. Donc, je peux pomper dans différents canaux. Je ne peux pas vous expliquer plus parce que c'est un projet protégé pour le moment. Et donc, il y a toute la procédure ici qui va transformer par wireless, ce que vous voulez ici. Donc, au niveau de l'électronique et tout ça, on est doté, on sait ce qui existe dans le marché. La partie la plus difficile, c'est l'élaboration des biocapteurs. Et c'est là où il y a l'handicap, c'est là où il y a beaucoup de travail à réaliser pour avoir des capteurs qui sont reproductibles, etc. Donc, c'est pour ça, il faut savoir quelle application on va utiliser, quel type de matériaux pour répondre à des besoins, et c'est ça qui fait la complexité de notre système. Est-ce qu'une électrode interdigitée est suffisante? Non. Par exemple, quand je mesure des interdigités, je mesure la conductivité. La conductivité, j'ai un PBS, ce n'est pas comme un liquide salive ou comme de l'or, ça peut falsifier. Est-ce que je dois utiliser un capteur potentiométrique ou un capteur en cantilever ou ce que vous voulez? Et donc ça, il faut avoir un large spectre de savoir quelle est la technique adéquate pour votre application. Donc, quand vous avez mentionné l'état de surface, certes, c'est très important dans l'élaboration des capteurs, mais pas dans utiliser ça comme outil pour fixer, c'est-à-dire pour agglomérer. Donc, on n'est pas dans cette approche-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, Saad Hamid. Donc, il y a plusieurs questions encore. J'espère qu'on ne t'a pas trop maintenu à Saad Hamid. On est là pour ça. Merci beaucoup. Vous avez le bonjour de M. Bouralep. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, il nous regarde. Il nous regarde. Il y a M. Belkhoja, il y a M. Belkhoja, il y a M. Tlemsani, il y a M. Malki, il y a M. Kandoussi, il y a M. Smouni. Donc, les questions qu'on a. Donc, je commence par M. Belkhoja. Donc, la parole, c'est Belkhoja. Oui. Activez le micro, c'est Khalid. Oui, il a un problème de son.
On reviendra sur sa question. C'est Mouhiddine, c'est Tlemceni. Oui. Kulchi. Oui, c'est Mouhiddine. D'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir, on vous entend du Portugal là. Oui, c'est du Portugal. Je suis Tlemceni Mouhiddine. Je travaille sur l'instrumentation et en traitement de signaux. Et bon, enfin, j'ai trouvé votre présentation vraiment très intéressante. Ce n'est pas exactement mon domaine. Mon domaine, c'est plutôt l'électronique et le traitement digital, enfin, du numérique des signaux. Et j'ai deux questions. Enfin, peut-être que ça peut enfin, avoir directement avec votre travail ou bien avec des perspectives futures. C'est au sujet de l'introduction d'éléments chimiques pour la détection. Par exemple, du glucose qui provoque, enfin, à travers une réaction chimique, je ne sais pas très bien comment ça se passe au niveau de la bactérie, qui change le pH du milieu qui est après détectable. Est-ce qu'il n'y a pas, ou bien l'introduction de l'oxygène, est-ce que, du point de vue conceptuel, est-ce que ce n'est pas possible d'introduire une émulation de l'oxygène ou du glucose, par exemple, à travers de signaux modulés électriques? Est-ce que le concept est bizarre ou est-ce que c'est possible? Cela permettrait de retirer, par exemple, le fait d'introduire des éléments chimiques externes au capteur. C'est-à-dire, j'éliminerai la composante chimique, j'aurai seulement des électrodes stratégiquement positionnés et avec des signaux bien modulés, je provoquerai enfin les cellules à l'intérieur pour une certaine réaction que je pourrais détecter. Puis une deuxième question, si vous permettez bien sûr, c'est que d'après ce que j'ai compris de votre présentation, vous avez considéré les photons, la lumière, enfin le HNU, comme un élément parasite, c'est-à-dire qui fausserait les mesures. Est-ce que vous ne pourriez pas aborder ça? Par exemple, je sais qu'il y a certaines cellules qui sont sensibles à HNU, par exemple, qui sont sensibles aux photons et qui pourraient améliorer la détection. C'est-à-dire, on colloque un filtre ou un genre de truc, on peut sélectionner le type de photon exactement que l'on aimerait introduire dans la cellule piège pour susciter une réaction qui pourrait être mieux détectable, ce qui pourrait améliorer la détection. D'accord, merci. Au niveau de la première question, oui, pourquoi pas, c'est envisageable, on peut faire, mais il faut avoir des compétences pour faire ça. Donc c'est pour ça, le fait d'avoir des collaborations, ça permettrait d'enrichir et d'ouvrir, d'exploiter d'autres voies. Pourquoi pas, on peut utiliser cette stratégie. Au niveau de la deuxième question des photons, quand je parle des photons, c'est que le fait que si vous prenez un transistor MOS, vous l'exposez à la lumière, donc la tension seuil, il shift. Donc si nous, on a ce phénomène-là, or, nous, le pH, il fait varier la tension seuil. La lumière, elle fait varier la tension seuil. Donc, ça va créer une perturbation pour nous et on ne va pas savoir si la cellule, c'est la bactérie, elle est vivante ou non. Donc, pour cela, on essaie d'éviter l'impact de photons. On peut utiliser un montage différentiel dans lequel… Un peu plus fort, c'est Abdelhamid, oui, un peu, donc le photon, ça nous cause des problèmes parce qu'il affecte la tension seuil. Et après, on ne peut pas savoir si la variation elle est due au photon ou elle est due au pH. D'accord? Et donc, c'est pour ça, nous, on aimerait bien éviter. Comment on va éviter ça? Avec un montage différentiel ou d'autres astuces qu'on peut avoir. Donc, nous, on ne va pas utiliser le photon pour activer une réaction, non. C'est au contraire, on va éliminer ça parce qu'il nous perturbe notre système, parce qu'on a des transistors à base de technologies microélectroniques qui sont fortement affectés par les HNU. Je crois que j'ai répondu à votre réponse. Merci. C'est Mouhiddine, c'est bon. Donc, la prochaine question, c'est Malki Zakaria de Sénégal. Eh ben, Merci d'activer votre micro, c'est Malki. Non, s'il y a un problème, je passe à Sibel Khouja. Merci d'activer. Oui, c'est bon, Malki, c'est bon. Bonjour, c'est M. Malki de Vincennes, de l'École nationale des sciences appliquées, ingénieur
Je passe déjà mes bonjours à tous mes anciens professeurs qui nous regardent. Et je suis aussi doctorant au laboratoire LabSIP. En fait, ma question, c'est la suivante. On a regardé plusieurs graphes pour plusieurs variables, mais ma question, c'est concernant la concentration. Comment la concentration peut performer, c'est-à-dire, bon, d'une autre manière, est-ce que la concentration minimale qu'on peut détecter, ça correspond à la concentration minimale qui ne peut pas causer des dégâts à la santé? Oui, oui, donc on est dans cette approche parce que ça ne sert à rien si on a un capteur qui détecte des concentrations élevées. Donc on a une limite de détection des normes au niveau de food, de qualité de produits agroalimentaires qu'il ne faut pas dépasser. Toujours, il y a des bactéries, mais à partir d'un certain seuil, ils peuvent affecter. Donc, c'est ça notre challenge. Notre challenge, c'est avoir cette concentration qu'on a optimisée et voir si on peut la détecter. Ce seuil-là, c'est celui de la barrière pour dire le produit il est jetable ou il est consommable. Et là, dernièrement, il y a d'autres, on a eu des projets avec, c'est des discussions. Ils voulaient, par exemple, vous voulez acheter quelque chose, du poisson. Donc, le poisson, le premier jour, il va être, pour dire quelque chose, 100 dirhams. Le deuxième jour, il va se dégrader. Il va être vendu à 50 dirhams. Le quatrième jour, il va être à 20 dirhams. Donc, ils voulaient avoir une application avec des capteurs et toi, tu vas venir dans le marché et chercher le produit que tu aimerais acheter à base de la présence de ces éléments-là. Parce que dans le poisson, donc on a d'autres éléments qu'on peut détecter, des contaminants comme des antibiotiques, sulfapyridine, etc., ou d'autres choses. Donc, et ce système-là, il est basé sur le seuil, c'est-à-dire pourquoi cette stratégie dans le marché? Pour ne pas perdre du produit. Donc, c'est-à-dire ils veulent profiter de la présence de ça dans le marché et le vendre, ça dépend de la personne. Tu veux quelque chose très frais, tu as. Tu veux, ça dépend de ce que tu as comme argent dans d'autres. Mais comment on va procéder sur cette approche-là que tu viens d'évoquer, sur la limite, les normes qu'on va utiliser pour pouvoir quantifier, cataloguer les différents types de poissons dans le temps pour au prorata de l'argent qu'on aura pour les acheter. Donc, effectivement, notre capteur il est basé sur cette approche. Sinon, on ne peut pas, parce que si je vais détecter quelque chose où il y a 100 FU ou quelque chose comme ça ne sert à rien. Déjà, la personne qui va manger, Merci beaucoup. pas de quoi. Donc, merci, Selmalki. Donc, il y a le prochain. Donc, je reviens parce que M. Belkhoja, je pense, il a trouvé le micro. Il y a M. Belkhoja, il y a M. Kandoussi après, M. Smouni, il y a Sefrhad. Donc, la parole à M. Belkhoja. M. Belkhoja, merci d'activer votre micro. Bonjour, chers collègues, vous m'entendez? Oui. Très bien. C'est Belkhoja avec un faux nom, hein. Ce n'est pas son nom. Oui, avec un faux nom parce que bon, je n'ai pas pu me connecter avec. On vous entend pas, c'est Belkhoja. Maintenant, vous m'entendez? Ça va? Oui. Très bien. Donc, je suis proche du micro. Très bien. Alors, bon, pourquoi je suis rentré par un autre nom? Parce que j'avais des complications dans mon ordinateur et j'ai demandé à un collègue, un technicien, de faire la connexion à sa façon. Très bien. Donc, je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter les organisateurs, professeur Hijaji. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, ce webinaire. Et c'est un grand plaisir de revoir mon cher collègue et ami, Rachid. C'est un plaisir même de le voir à travers l'écran. Et j'ai trouvé sa présentation bien vulgarisée, seulement avec le retard que j'ai eu. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Moi, je n'ai pas compris comment vos capteurs vont réagir à l'échelle, parce que le virus ou la bactérie, il est à l'échelle nanométrique et seulement en mesurant la concentration. Et aussi, il n'y a pas de dépôt, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, c'est ça ce que je voulais comprendre. Il y a l'échelle nanométrique, il n'y a pas un milieu conducteur. Comment vous allez, est-ce que vous pouvez m'éclaircir sur ça? Merci beaucoup.
D'accord, là j'ai compris. Merci, c'est vrai. L'approche que j'ai expliquée dans ma présentation, c'est une mesure indirecte. Donc, il y a un tiers que je vais rajouter pour qu'il me génère une concentration que je vais mesurer. Alors, dans le domaine de Covid-19 ou ce que vous voulez, je dois détecter la bactérie directement. Donc, j'ai besoin d'une entité biologique fixée parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner à cette bactérie pour qu'il réponde. Donc, on est dans l'impasse, mais on peut mesurer directement. C'est-à-dire, si on arrive à voir un anticorps qui correspond, donc il va réagir et ça va changer l'impédance de notre système et on aura un signal, malgré qu'il est de l'ordre nanométrique. Nous, on détecte des protéines. Les protéines, c'est plus petit que ça. C'est 15 kilodaltons, etc. Donc, c'est plus petit, il n'y a pas de souci. On détecte des ions hydrogènes. Donc, la taille, c'est pas 500 nanomètres, c'est trop. Pour vous dire. Ah bah Pardon, bon, il y a des gens qui m'envoient des conversations, je ne peux pas répondre et en même temps répondre à l'autre. Je dois me concentrer. On viendra faire les conversations. Il y a aussi des questions sur Facebook. Donc, tu vas nous excuser. On va te prendre un petit peu, c'est Rachid. Donc, c'est le Kandoussi. C'est Belkhoja, merci de baisser la main. C'est Malki aussi, parce que vous avez déjà posé vous m'entendez? Oui, on vous attend. Oui, oui, on vous entend. On vous entend. Donc voilà, Brok Washerkoum, et voilà, félicitations vraiment pour cette belle présentation. Au Shukran, donc moi je vais passer rapidement à quelques questions technologiques. Ok. Oui. Donc ma première question, donc c'est quoi la différence entre ce SFET, ok, et les FET à grille suspendue? Donc ça c'est la première question. La deuxième, donc toujours côté technologique, combien d'étapes de masquage pour réaliser ce capteur? Parce que pour grille suspendue, je sais qu'il y a minimum 8 étapes de masquage. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a des optimisations sur la... Il y a un problème de son, c'est Khalid. Sinon, je peux lui répondre la première partie. Oui, c'est la première question. S'il revient, donc on lui donnera la parole. Mais si vous pouvez... D'accord. L'ISFET à grille suspendue, c'est une autre approche, une nouvelle approche. Pourquoi? C'est très simple. Quand on utilise les ISFET, la grille elle est faite de l'oxyde de silicium, nitrure de silicium. Pour greffer une entité biologique ou d'autres, on a besoin de compétences dans la physico-chimie. Et généralement, on utilise les silanes. Les silanes, c'est très difficile d'optimiser. On peut avoir de la polymérisation, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle self-assembled monolayer, des couches auto-assemblées. Et donc, le fait qu'on a intégré une grille en suspension qui peut être de l'or et tout ça, l'or, c'est facile à utiliser comme transducteur pour greffer des entités biologiques. On peut utiliser différentes approches comme celle d'Iazonium, comme les thiols, comme d'autres, et c'est facile à greffer. Donc, c'est pour ça les gens ils voulaient éviter le fait d'utiliser les cylindres parce que c'est très difficile si on n'a pas un bon background, on ne peut pas avoir un dispositif reproductible. Donc, ils ont développé cette nouvelle approche qui est pas mal aussi et qui ça facilite la tâche. Mais ça augmente le prix parce qu'on devait ajouter une autre grille. Et donc, le fait, nous, par exemple, on utilise 6, 7. Là, on est obligé d'utiliser 8 d'autres. C'est un autre masque et le masque, ça coûte très cher. Et en plus, il y a le dépôt de matériaux. Donc, ça va augmenter le prix de dispositifs. Ok, merci, c'est Rachid. Il y a plusieurs questions, beaucoup de questions, c'est Rachid encore. Je m'excuse énormément. On va te retenir. واحد 20 دقيقة معنا. إلا si c'est possible, on va profiter de ta gentillesse. Donc, conférence معنا ver والله. Sinon, avec un grand plaisir, نقدر نسهر معكم. Mais là, c'est l'obligation. Un quart d'heure, 20 minutes et on passe rapidement, c'est Rachid. Donc, c'est Smouni Rachid. Bonsoir.
C'est Rachid, merci d'activer le micro, c'est Rachid. Ah, il est parti. Donc, je passe c'est l'Arbi, بالعربي. C'est l'Arbi? Allô? Oui, oui, merci d'activer le micro, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez, bonsoir, c'est Abdelwahed. Je commence tout d'abord par vous remercier pour l'initiative d'inviter le professeur Rachid. Je ne lui dis pas bonsoir ou bonjour parce que je le vois chaque jour sur mon écran. On ننسب راح ننسب entre parenthèses. Donc, pour clarifier. À part le travail et العلاقة العائلية. Eh ben donc on a participé. À l'occasion, je rappelle qu'on a monté beaucoup de projets avec Sir Rachid. Et grâce à lui, on a pu équiper le laboratoire. Et ça, on le remercie beaucoup. Alors, Sir Rachid, voilà, moi j'ai deux questions que j'ai faites par écrit. Ouais, j'ai vu 20 je reviens à la question de Mme Afif. Ouais. Concernant la différenciation des bactéries. Ouais. En fait, dans le corps humain, il y a des millions de bactéries. D'accord? Donc, si on fait une classification, on peut trouver des centaines de bactéries qui se ressemblent, qui ont la forme de bâtonnet et qui ont peut-être des caractéristiques physiques semblables. Alors, moi, je me demande comment vous arrivez à différencier Escherichia coli, spécialement par rapport à d'autres bactéries qui ont la même nature, qui ont la même forme et peut-être même les mêmes caractéristiques physiques. Ma deuxième question concernant le choix de la fréquence. Pour les FPDP, DEP, FN, DEP, vous avez choisi 1 MHz et 20 kg. Je comprends pas comment vous avez opté, par quelle raison vous avez opté pour ces deux fréquences. Est-ce que c'est spécifique la bactérie ou là c'est un choix technique pour faciliter les mesures ou là, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir les raisons qui vous ont poussé à ces choix-là. السي الحاج خلي هاد لا كيستيون انت حتى الغدا في الدار باش نسمعوا الناس واحد اخرين انت تالي يلا جو سي لا باش نسمعوا donc on aimerait bien nous profiter. Cette question en fait moi j'enrichis la discussion. Oui. Ça c'est très pertinent. Donc, premièrement, l'exemple que j'ai donné, c'est pas sur la santé, c'est sur des bactéries dans l'agroalimentaire qui vont affecter notre corps. Donc, on veut éviter la consommation de quelque chose qui est toxique ou non. Ça, premièrement. Par rapport à la fréquence, ça a été optimisé. Donc, chaque fois, on fait varier parce que je vous ai dit, c'est un modèle idéal qu'on a pris. Les bâtonnets, tout ça, nous, on a considéré c'est comme sphérique, mais c'est pas sphérique quand je vais vous montrer les SEM de ces images-là. Donc, on a essayé à partir d'un modèle qu'on a développé d'aller approfondir, affiner bien notre expérimental. Donc, la première approche, c'est le modèle mathématique et après, c'est l'expérimental. Et c'est grâce à l'expérimental et avec la caméra qu'on a pu savoir quelle est la fréquence adéquate pour piéger ces bactéries ou non. Et on a trouvé, il y a une petite erreur, mais c'est tolérable. C'est comme ça le travail. Certes, par rapport au corps humain, ça sera une autre approche. Et probablement, pourquoi pas, avec la nouvelle approche que j'ai envisagée avec le nouveau chip. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de semblance. Toujours, il y aura que la conductivité ou la constante électrique ou quelque chose qui va changer dans ces bactéries. C'est impossible qu'on trouve la même structure. Impossible. Merci, Sarah. Il y a énormément de questions, donc on va passer rapidement, s'il vous plaît. Il y a Nabil Cherchaoui, il y a Adil Belhamri de l'ENSA de Barchid, c'est Nabil de l'ENS de Casa. Donc, c'est Nabil, à vous la parole et après, je passe à Adil. C'est Farhan, il est parti, mais il est revenu donc c'est Nabil, merci d'activer le micro, s'il vous plaît. Donc, rapidement, s'il vous plaît. Nabil. Voilà, c'est activé, M. Hjaji. Merci, on vous entend. Très bien, merci, c'est Nabil. Donc, tout d'abord, je remercie infiniment Si Hjaji et Sekouari pour l'organisation de cette conférence. C'est Belhamri aussi, il y a l'INSA Donc, et aussi, je remercie infiniment Rachid pour cette conférence qui est riche, en fait, en information. Donc, je me présente, Nabil Cherchaoui, docteur chercheur à l'ENS de Casa et les îles de Casablanca.
Enchanté. Donc, ma question est ensuite. Donc, c'est Rachid, est-ce qu'on peut exploiter normalement ce système dans des masques smart pour dévoiler les personnes infectées, même si elles ne présentent pas de symptômes? Donc, c'est pour le Covid, vous parlez. Oui, exactement, pour le Covid, oui. Ma question, c'est pour le Covid. Est-ce qu'on peut utiliser normalement ce système, en fait, pour dévoiler les personnes infectées et ne présentent pas de symptômes? Donc, c'est ça ce que je vous ai montré ici. Donc, c'est ça le système qu'on est en train de faire actuellement. Donc, si vous remarquez, là, on va prendre, donc le patient, on va prendre la salive, on va mesurer, on va transférer. Et à partir des biomarqueurs qui existent dans la salive, on peut savoir cataloguer qu'est-ce qu'ils ont comme, non seulement s'ils ont le Covid, s'ils ont SARS-1, SARS-2 ou MERS. Et ça, c'est plus général et plus complexe. Et donc, ça nous permettra de la personne dans le futur, probablement, s'ils arrivent, parce qu'il faut savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables ou non. Donc, et les gens qui sont âgés ne peuvent pas utiliser ça, ils ne sont pas familiarisés. Donc, c'est très difficile, mais peuvent avoir l'aide de ses collègues. Et effectivement, certes, avec ce système-là, c'est ça ce qu'on a prévu dans ce projet européen, d'utiliser cette approche pour localiser et quantifier les personnes qui sont atteintes de coronavirus en général. Même si elles ne présentent pas de symptômes? Oui, non. Ça permet de savoir 0-1, s'il est affecté ou non. C'est ça, c'est l'importance. Donc, ce système-là, ça nous permettra de dire, voilà, elle est affectée ou non, parce qu'on a une batterie de capteurs ici qui détecte 10 biomarqueurs en même temps, pour dire, même d'autres virus, d'autres Covid, on peut les détecter, comme le SARS-1, parce qu'il y a une interférence entre tout ça aussi. Et donc, grâce à ce système-là, on peut dire, mais ce système, il est fait pour 0-1. Il est affecté ou non? Il est affecté, il va rester à la maison, il ne va pas sortir. D'accord? Vous voyez l'approche? C'est pour minimiser la contamination et réduire la pandémie dans le futur, si on aura d'autres vagues, 2 ou 3. Donc, c'est à prévision de 3 ans, ce projet-là. Donc, concernant la gamme de fréquences utilisées. C'est Nabil, on a beaucoup de questions, c'est Nabil, merci beaucoup. Donc, c'est rapidement parce qu'on doit passer à ces sous. Donc, merci. On reviendra. Certainement, on aura une autre conférence avec Ser Rachid et on posera la question. Il faut commencer très tôt. Il faut commencer très tôt. On va commencer très tôt. Donc, on s'est trompé sur l'heure, en fait. Donc, je passe la parole à Sismouni. Merci d'activer le micro, Sismouni. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend très bien. Merci. Rachid Smouni, enseignant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohammedia. Donc, je remercie infiniment le comité d'organisation, M. Kouari, M. Hajjaji, M. Rachid, très bonne présentation. Donc, je vais un petit peu rebondir sur un certain point qui ont été relevés par M. Rachid. Surtout, bon, je suis par formation, je suis économiste, je vais faire une approche économique de la technologie, donc le marché de la santé. Et c'est un grand marché au niveau du Maroc. Donc, les investissements sont énormes, surtout par l'industrie pharmaceutique. Dans quelle mesure peut-on banaliser votre technologie ou votre stratégie aux Marocains, surtout aux couches, je dirais, défavorisées, et surtout pour le cancer qui pose un problème, et pour la santé publique, et pour la couche de la grande majorité de Marocains, pour prévoir et pour banaliser cette technique-là. Voilà cette première question. Une autre question, c'est un petit peu liée au niveau du commerce international. Dans quelle mesure peut-on appliquer cette technologie, surtout au niveau de l'exportation de certains produits fragiles, surtout au niveau de l'agroalimentaire? Oui, je dirais les poissons. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, dans quelle mesure peut-on appliquer cette stratégie-là au niveau du commerce, surtout au transport des moyens, surtout les camions frigorifiés, pour contrôler la température et faciliter, bien sûr, au niveau des douanes, cette technologie-là pour exporter au maximum avec le minimum de gaspillage. Et merci. Très, très important, parce que dans les projets toujours européens, il y a le côté exploitation plan. Je crois que vous êtes familiarisés, c'est-à-dire il faut avoir the final prototype qui devait être commercialisé. Et toujours, nous, dans cette stratégie, il y a des partenaires qui sont des sociétés, parce que c'est eux qui font l'étude de marché. Nous, en tant que scientifiques, on n'a pas cette vision.
C'est eux qui vont driver le système et c'est eux qui imposent et qui nous disent voilà le coût, etc., pour introduire. Donc ça, c'est un aspect qui est toujours, on prend en considération. Et c'est pour ça qu'on cherche toujours à développer des dispositifs low cost. Donc avec le Hajj, de l'INSET, donc Nsib Diali, donc on a essayé de développer au Maroc pour la cardiologie des capteurs de lithium. On a essayé de développer aussi des capteurs, on voulait introduire à bas coût des dispositifs pour le prostate. Parce que le coût du prostate au Maroc, pour faire de l'analyse, il y a seulement ELISA ou d'autres techniques qui sont trop chères. Nous, on voulait avoir des dispositifs de bas coût. Ce sont des projets que ça me fait grand plaisir de les introduire dans notre société parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'argent pour aller faire de l'analyse. Une analyse avec ces systèmes-là, et ça coûte trop cher. Par contre, si on arrive à avoir des dispositifs à bas coût disponibles, pourquoi pas? Et on va réduire énormément la mortalité dans différents aspects. Et je crois que on peut achever ça au niveau de notre pays. Pourquoi? Parce qu'on a des gens compétents. Certes, on n'a pas les moyens de développement, mais ça aussi, avec les ministères, ils peuvent développer, on peut acquérir des systèmes pour faire la fabrication. Il faut seulement, moi, ce qui m'intéresse énormément, il faut qu'on profite des Marocains qui sont à l'extérieur et qui ont un savoir-faire. Et je crois tous les Marocains qui sont à l'extérieur du Maroc, ils veulent faire le transfert dans notre pays. On veut aider notre pays, on veut aider notre population. Et ça, on peut le faire. Regardez là maintenant, au niveau des États-Unis, c'est qui dirige l'élite là maintenant? C'est un Marocain. D'autres qui sont dans le domaine biologique, qui sont à l'extérieur. Pourquoi pas? Au niveau technologique, biotechnologique, on fait appel à ces compétences-là. On peut enrichir énormément et on peut les gens, parce qu'on n'a pas les moyens, les gens qu'on a, ils ne peuvent pas faire de l'analyse et c'est pour ça parfois on a des mortalités qu'on peut éviter facilement si on a ces outils-là de bas coût. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça, ce que vous avez évoqué, c'est très très important, mais ça aussi, ça peut être en coordination avec les ministères de l'extérieur, avec tout le ministère de l'enseignement, pour non seulement introduire, premièrement, il faut former des gens. C'est-à-dire, on doit introduire ça dans notre culture, premièrement, et dans notre enseignement, ces nouvelles approches, ces nouvelles technologies, etc. Donc, le modèle de l'enseignement, il va être modifié de telle manière, préparé, parce qu'on a besoin de préparer ces gens-là qui vont faire la pérennité de ces idées-là. Parce que moi, je peux venir, je peux profiter, je peux fabriquer, mais le lendemain, c'est qui va faire la continuité? Donc, on doit former des gens pour qu'on puisse avoir cette culture. Et on a des étudiants qui sont capables d'aller au-delà dans différentes disciplines. Si en plus, on fait le merge et on profite des compétences de l'extérieur, c'est sûr qu'on va bâtir quelque chose de très important pour notre nation, le Maroc. Oui, Rachid, je finis avec les questions qui ont été acceptées, pas plus que vraiment, et on termine. On a 3 minutes et on va terminer. 1 minute pour chacun. Il y a les 3 dernières questions parce qu'ils étaient acceptés depuis tout à l'heure. Et donc, c'est Jawad Safar, c'est Farhan Reda et Adil Belhamri. Et on arrête là et merci. On remercie les autres participants. On s'excuse. C'est très intéressant. C'est pourquoi il y a beaucoup de questions. Vous avez remarqué, c'est Rachid. Donc, je cède la parole, c'est Jawad. Merci d'activer le micro, s'il vous plaît. C'est activé. C'est bon? C'est bon? C'est bon, donc, on vous entend. Merci de présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je me présente, c'est Jawad Safar. Je suis un ingénieur en biomédical. Je travaille avec la société Roche au Maroc. Donc, je dois vous remercier pour la présentation, que c'était vraiment riche. Avec plusieurs informations. C'est juste maintenant que je fais la comparaison avec la technologie ECL. Si vous la connaissez, ce qui est maintenant actuel pour tout ce qui est mesure des anticorps. Donc, on fait la mesure avec des réactifs et avec un système. Avec la technologie ECL, on a une cellule de mesure avec un capteur et après, le signal sera amplifié pour être mesuré, pour être exploitable. Donc, vous avez déjà évoqué le principe de prix, parce que le coût en fin de compte qui compte. Donc, vous avez déjà mentionné que les trucs que vous avez développés sont jetables, donc on ne peut pas l'utiliser longtemps. C'est comme des bandelettes, des tests rapides.
C'est ça? Oui, oui, oui. Normalement, ça, ce genre de... Je m'excuse, je peux répondre ou vous avez d'autres questions? Oui. Oui, c'est juste pour évoquer. Une question, une seule question. Pour... Non, Oui, comme vous voulez. Là, vous avez défini 3 questions, 3 gens, donc je ne peux pas leur dire non, mais il faut être un peu poli. Merci. Effectivement, ce que vous avez évoqué, le coût, par exemple, nous, on développe ce qu'on appelle des capteurs flexibles. C'est à base de polymère. Ce n'est pas la technologie microélectronique qui est un peu coûteuse. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on parle de point of care. On ne développe pas pour une certaine application. Donc, on a un ensemble d'applications et c'est ça qui fait valeur ajoutée à ces dispositifs-là. Par exemple, tu prends ELISA ou tu prends spectroscopie de masse, etc. Donc, on fait qu'une seule chose. Alors là, on peut faire filtrer, on peut faire préconcentrer, on peut faire la mesure compétitive essai. Donc, le mélange de toutes ces compétences-là dans le même chip qui fait valeur ajoutée, c'est-à-dire au lieu d'avoir 4 équipements ou 5 pour répondre à tes besoins, en une seule étape, on peut faire ça. Donc, vous voyez, c'est ça qui va baisser énormément l'approche. Certes, toujours pour développer ça, on a besoin des techniques standards. Donc, on va valider avec des techniques bien connues pour l'application qui est bien reconnue dans ce système. Et une fois on valide, on passe à la commercialisation ou à tester, faire pilot dans des hôpitaux, etc. Mais nous, on utilise des polymères flexibles et c'est ça qui fait réduire le coût. Ce n'est pas comme des outils commerciaux. C'est-à-dire, vous, par exemple, je prends l'ELISA, vous achetez le consommable, c'est des cassettes. Avec tout ça, nous, avec ces systèmes-là, on peut faire ELISA miniaturisé. Donc, je peux détecter plusieurs anticorps en même temps labellisés avec une enzyme qui va être catalysée par GOX ou ce que vous voulez. Et en même temps, je suis en train de voir tout. Et je n'ai pas besoin, la valeur aussi ajoutée de ces capteurs-là, c'est label free. Donc, je n'ai pas besoin de labelliser avec un fluorescence pour voir de l'optique. Non, c'est mesure détection électrique parce qu'on va être en contact avec le patient, mesurer sa salive, ou mucose, ou plasma, ou ce que vous voulez. C'est Abdelhamid, il y a Farhan Rida, monsieur Farhan, une minute s'il vous plaît, et après il y a Saadi Belhamri, après on arrête, c'est Rachid. واش كاين شي سخر ولا خليتوني فايق مرحبا مرحبا سعود وليدي في حبابنا ما كاين حتى شي مشكل الله ودي مرحبا ça fait plaisir donc c'est Farhan Rida. Salam alaikum. Vous la parole, merci d'activer le micro. Salam. Bonsoir. Merci M. Hjaji de m'avoir donné la parole. À mon tour, mes remerciements aux organisateurs. Merci M. Rachidi pour cette belle présentation. J'aimerais bien savoir, comme vous le savez, je pense que votre matériau, c'est à base de polymère. J'aimerais bien savoir la gamme de fréquences que tu as utilisée pour votre application. D'autres questions, est-ce qu'on peut communiquer directement avec des cellules du corps in vivo afin de détecter et identifier le virus? Et merci. D'accord. C'est quel virus vous voulez qu'on détecte? De quoi? N'importe quel virus, soit Covid, soit d'autres. Oui, effectivement. Donc, premièrement, si on veut détecter quelque chose, il faut chercher si ça existe dans le marché des anticorps, des peptides ou des aptamères ou même des MIP, des molecular imprints, dans le marché. Ça existe. Parce que sinon, il faut avoir un laboratoire de microbiologie ou n'importe qui vont nous faire cette production. Donc, une fois qu'on a ces matériaux, on peut les greffer sur notre capteur. Après, ça vient la deuxième étape. La deuxième étape, quel type de technique on veut mesurer? Est-ce qu'on est en train de détecter des nanogrammes par millilitre? Est-ce que je suis en train de détecter des 10-3 molaires? Est-ce que je suis en train de détecter des concentrations élevées? Et là, c'est le choix qui vient après. Est-ce que je vais mesurer une mesure d'impédance parce qu'il est très, très poussé? Est-ce que je mesure de l'ampérométrie ou de la potentiométrie? Donc, une fois que j'ai défini tout ce contexte-là, je peux aller voir. Et donc, là, ça va apparaître ce que vous avez dit. Si je suis en train d'utiliser la d'électrophorèse, je suis obligé par passer par la fréquence et je dois optimiser. Si je suis en train d'utiliser l'impédance, je dois passer par l'impédance. Donc, il y a la fréquence.
Mais si je suis en train de mesurer, de faire des mesures potentiométriques, c'est à courant zéro. Donc, vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas vous donner la méthode adéquate. Ça dépend, c'est à la carte. Nous, quand on a des meetings avec des personnes qui ont des problèmes, ils nous présentent, ils nous disent, voilà, on a ce problème, on veut détecter, voir une cellule qui se prolifère ou une matrice de cellules, il va s'éclater. Comment vous pouvez procéder? Et même une autre application in situ pour mesurer dans le cœur, durant un acte chirurgical, le phénomène d'ischémie. Donc, ce sont des contraintes qu'on ne peut pas mentionner avant sans savoir le problème d'où il vient. Donc, c'est pour ça, si on est en train d'utiliser la d'électrophorèse ou l'impédance, là, tu dois obligatoirement passer par la fréquence et tu dois optimiser. Dans la d'électrophorèse, on peut aller à des mégahertz. Dans la mesure d'impédance, on peut aller jusqu'à 10 kHz. 100 kHz, c'est largement suffisant. Et on peut descendre jusqu'à microhertz pour voir des phénomènes, pour expliquer, pour comprendre, pour faire de la recherche basique, pour comprendre des phénomènes. Donc, vous voyez, j'espère que j'ai bien répondu à ce que vous êtes en train de chercher. Merci. Donc, la dernière question c'est Adil Belhamli, c'est un membre du comité d'organisation de l'INSA de Barchid. Donc, à vous la parole, c'est Adil. Merci d'activer. Le micro est activé. Bonsoir. Ça marche. Bonsoir, c'est Abdelwahed. Bonsoir, c'est Abdelhamid. Salam alaikum. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité de la présentation et désolé de vous retenir aussi tard. Et on sait bien que vous avez d'autres engagements demain à bonne heure. Donc, alors, je vais poser deux questions rapides et directes. Au début, lorsque vous avez présenté le capteur, vous avez parlé d'une couche que je dirais une couche active. Et vous avez parlé que vous avez changé l'épaisseur, d'accord, où il y a moyen de changer l'épaisseur en changeant, je veux dire, le molécule. Est-ce qu'il y a une épaisseur, je dirais, critique pour avoir une résolution optimale? Et la deuxième question, est-ce que ce type de capteur, on peut l'utiliser pour détecter le virus? Je parle, lorsque je dis le virus, et spécialement le Covid-19, existant dans l'air. Voilà. Merci. D'accord. Merci. C'est pour conclure très bien. Rapide, hein? Oui. Donc, par rapport à la première question, oui, l'épaisseur, ce n'est pas pour augmenter la sensibilité. C'est pour éviter, par exemple, l'oxyde de silicium. Si on le laisse directement en contact avec une solution, à un certain moment, il va se fissurer et j'aurai un coup de circuit parce qu'il va atteindre le canal et donc je ne peux pas mesurer. Donc, c'est seulement ici question d'optimisation de l'épaisseur pour éviter des endommagements à la superficie. Normalement, ces épaisseurs, par exemple, dans ce cas-là, j'ai utilisé de l'oxyde 1000 Armstrong et de l'yttrure 800 et c'est bien. Ce sont des dispositifs pour le pH qui durent jusqu'à 4 ans sans aucun problème. D'accord? Par contre, quand on fonctionnalise, c'est single use comme j'ai évoqué. Donc, la deuxième question, vous avez parlé de l'air. Effectivement, donc là maintenant, on est en train de monter un projet avec l'aérospatial, donc avec Toulouse, avec une société pour mesurer la qualité d'air dans les avions. Et donc là, on est en train de développer un capteur pour mesurer dans la qualité. Donc c'est indoor. Je ne peux pas mesurer à l'extérieur parce qu'il est très dilué. Je dois le mesurer dans quelque chose confiné. Dans un espace confiné, oui. D'accord? Donc ça, c'est une contrainte. Je ne peux pas vous dire plus parce que c'est un projet confidentiel, mais probablement ça va aboutir. Mais il y a une possibilité de mesurer. On est en train C'est suffisant. Merci beaucoup, Saad Hamid. Merci beaucoup, c'est Abdelhamid. Merci. بعد ندوزو للطعيم ولا لا؟ واش ندوزو؟ ندوزو إن شاء الله. Donc, c'est très intéressant. C'était vraiment intéressant. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ça nous a fait plaisir aussi d'avoir autant de questions. On n'a pas pu en fait poser toutes les questions. Donc, vous avez vu en fait qu'il y a énormément de questions encore. Voilà. Donc, on laisse ça pour la prochaine fois. On aimerait bien avoir votre promesse pour une autre conférence et donc on l'organisera encore un peu plus tôt.
donc pour avoir plus de temps et plus de questions. C'était vraiment intéressant. Merci encore une autre fois. Vous avez le bonjour en fait de beaucoup de monde ici. En fait, j'ai pas pu en fait de passer en fait le bonjour de tout le monde. C'est ce que j'ai en fait, c'est notre président. Donc ça, je me permets en fait Ah ben, il le faut, politiquement, pour rester politiquement bien. Parce qu'en fait, il a passé le bonjour 2 fois. En fait, j'insiste, et tout à l'heure. Merci à Steve O'Reilly, ça fait un grand plaisir il a insisté. Donc, on compte sur vous pour une prochaine conférence et donc on essaiera de revenir vers vous. Rachid, je sais que vous êtes toujours à l'écoute et vous êtes toujours au service des Marocains, donc ça je le sais. Donc lorsqu'on était en fait à Lyon, donc ça a été toujours le cas, ça a été la porte ouverte à tous les étudiants marocains et autres. Je sais que le laboratoire est vraiment, c'est une compétence et c'est quelque chose en fait. Lorsqu'on visite votre laboratoire, c'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir des laboratoires dirigés par des Marocains comme votre calibre et ça nous a fait plaisir et on a bien remarqué aujourd'hui la qualité de la présentation, la qualité des résultats scientifiques. Merci encore une autre fois et je reviendrai vers vous certainement pour une autre conférence à Rachid. Vous allez nous donner votre promesse aujourd'hui. Donc, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est demander à ces gens-là qu'est-ce qu'ils veulent comme thématique qui les intéresse pour prendre un exemple. Comme ça permettra. Ça nous intéresse la thématique. Donc, on va cerner la prochaine fois, on va cerner le sujet. Mais aujourd'hui, c'était très intéressant. C'est très intéressant. Vous avez vu les questions, vous avez vu en fait que on est vraiment, on est resté en fait presque à peu près 2 heures. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, je tiens à vous remercier encore une autre fois. Donc, il y a beaucoup de questions ici, donc je ne vais pas. Donc, et je tiens encore à remercier le comité d'organisation, donc l'INSA de Brachid, le Festival de Mohammedia ou l'INSA de Jdida. Donc, en fait, il y a un message que j'aimerais bien transmettre qu'on va organiser d'autres conférences. C'est un cycle de conférences qui a démarré aujourd'hui. On va organiser d'autres conférences sur la thématique des biocapteurs, sur la thématique de l'énergie. On a organisé aussi sur l'intelligence artificielle. Il y aura d'autres thématiques, mais certainement. Mais surtout, là, c'est la première conférence avec vous et on reviendra pour une autre ou 2 autres conférences, Rachid. Merci encore une autre fois. Donc, je vous laisse en fait un mot pour terminer. Oui, pour terminer, 2 choses que je vais décrire, c'est que probablement la prochaine fois, je vais expliquer un peu la salive et d'autres projets que j'ai européens qui sont très importants. Comme ça, les gens ils peuvent voir le concept. Autre chose, il faut savoir que la science, c'est pour tout le monde. Il faut échanger entre les Marocains. Il faut faire circuler des messages entre nous. On peut aboutir à quelque chose que vraiment, on a une forte force. Si on arrive à avoir cette synergie échangée entre nous, on peut aboutir à des produits qui peuvent être rentables à des citoyens et à notre nation. Et moi, je crois et je suis sûr, c'est surtout qu'on a beaucoup des Marocains à l'étranger qui peuvent collaborer et qui peuvent, certes, pour le moment, on n'a pas d'infrastructure de microélectronique, etc., qui peuvent le faire, mais pourquoi pas, si on arrive à sensibiliser notre gouvernement pour avoir une salle blanche, etc., de ce genre-là, on peut aller plus loin parce que ça va vous permettre d'être autonome. On peut avoir des dispositifs localement, on n'a pas besoin d'avoir recours à l'étranger et ce sont des choses qui sont abordables. Si on arrive à faire ça, on peut faire, comment dirais-je, un saut très important dans notre science. Parce qu'après, ça reste après à faire greffer différentes molécules, différentes protéines, etc. Et c'est sûr, au niveau du Maroc, on a des médecins qui sont compétents, on a des microbiologies, on a des gens qui peuvent nous fournir de la matière et qu'on peut aller au-delà pour faire de la recherche basique, pour comprendre des mécanismes, etc. Non seulement dans le domaine biomédical, mais surtout aussi dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agroalimentaire. Et je suis très, très ravi d'avoir fait cette présentation parce que ça me permet de faire ce savoir-faire à mes collègues au Maroc
et aussi pour donner une image à nos futurs doctorants, pour dire voilà, si cette personne est arrivée et d'autres, pourquoi pas nous? On peut le faire, on peut arriver parce que c'est seulement ce qu'on a ici. On peut aboutir à des idées innovantes, etc. Avec des moyens, certes, c'est sûr, mais si on a de la motivation, on peut atteindre notre objectif. Merci beaucoup, Rachid. Vous avez le bonjour encore des gens de Rachidia, les gens de Meknes et mes étudiants de la première promotion G2E qui ont assisté à Amseka 2012 à El Jadida. Donc là, je vois, ils insistent en fait pour passer le bonjour. Merci encore une autre fois. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. J'espère que j'étais à la hauteur et j'ai répondu à vos questions. Largement. Si j'ai pas